travailler à leur donner des visions, une approche de ce que pourrait être l'Europe, son utilité est utile. Donc peut-être Philippe. Merci Hervé, merci de m'avoir invité à participer à ce débat, ce qui me donne l'occasion de rencontrer d'autres que je ne connaissais pas personnellement, que je connaissais de renom. Alors contrairement à lui, je ne suis pas un praticien des institutions européennes. Je ne suis que parlementaire français. Il a pratiqué l'Europe pendant une trentaine d'années, donc effectivement il pourra, au contraire de moi, rentrer dans le détail pour vous expliquer comment fonctionne effectivement. Je pensais l'avoir coupé, comme quoi, c'était pas bon. Il pourra rentrer dans le détail, effectivement, du fonctionnement de l'Union européenne, ce que je peux faire un peu, parce que je sais grosso modo comment fonctionne cette Europe, mais je ne l'ai pas pratiqué. Ceci dit, j'ai une vision de l'Europe. J'ai presque envie de dire que depuis que je fais de la politique, j'ai toujours eu une vision de l'Europe. Et on peut peut-être commencer par cette première question, puisque de l'autre côté de la Manche, la question a été posée. On a demandé aux Anglais s'ils voulaient rester dans l'Europe ou pas. Et donc la question était, est-ce qu'il faut une construction européenne, on va l'appeler comme ça, ou des institutions européennes. Les Anglais qui étaient entrés assez tardivement en 1973, après que le général de Gaulle les ait très longtemps laissés à la porte, les Anglais ont fini par sortir. Donc une majorité d'Anglais, il y a 3 ans, a considéré qu'on n'avait pas besoin d'une Europe, en tous les cas telle qu'elle fonctionnait aujourd'hui, mais dans la tête des Anglais, j'ai plutôt le sentiment qu'ils n'en voulaient pas du tout. Moi, j'ai toujours pensé qu'on avait besoin, effectivement, d'une Europe. Alors la question qui se pose ensuite, derrière, c'est quelle forme d'Europe? Et pour faire quoi? Il y a des questions ensuite qui traiteront, effectivement, d'une Europe sociale, quels investissements pour l'Europe, qu'est-ce que fait l'Europe dans un certain nombre de domaines. Mais sur la question, est-ce qu'on a besoin d'une Europe? Pour moi, c'est après. Quelle forme d'Europe? Il y a une ligne de partage, et pour le coup, peut-être qu'on sera du même côté de la ligne de partage quand on réfléchit à ce qu'est l'Europe. Vous avez une partie de la classe politique française qui est clairement pour une Europe qui deviendrait une Europe fédérale. C'est-à-dire une Europe où les nations s'effaceraient au profit d'un super-État avec un gouvernement européen. Alors là, on est plutôt dans une vision ultime de ce que serait l'Europe fédérale selon eux, mais une Europe un peu calquée sur les États-Unis avec peut-être un président européen, un gouvernement européen, et puis des États qui, en dessous, finalement, seraient plutôt assimilables à des régions européennes, hein, des régions d'une taille importante, mais certains sont dans cette optique-là. Ça n'est pas ma vision de l'Europe. Moi, alors, pour vous dire, je suis chez les Républicains, mais moi, mon grand homme politique, c'est le général de Gaulle, et chez les gaullistes, je vais plutôt dans les gaullistes sociaux que dans les... Alors, il n'y a pas beaucoup de libéraux chez les gaullistes, mais enfin, en tous les cas, il y a des libéraux aujourd'hui chez les Républicains. Je ne suis pas dans cette branche-là. Et donc, pour moi, la vision de l'Europe, c'est oui, on a besoin de l'Europe, c'est clair et c'est net, et je vais essayer de vous dire pourquoi, mais une Europe des nations qui s'unit, cette Europe, sur un certain nombre de sujets importants, mais qui laisse les nations gérer une grande partie de ce qui a besoin de se décider dans le pays. Donc voilà quelle est ma vision de l'Europe. Est-ce que c'est encore le débat aujourd'hui et à l'occasion de ces élections européennes? Moi, j'ai envie de dire oui, c'est encore une question. Parce que j'ai le sentiment, même si Emmanuel Macron ne le dit pas vraiment, qu'il est plutôt dans une orientation Europe fédérale. Comme l'était Giscard et un certain nombre de centristes à l'époque. C'est assumé d'ailleurs par certains. Hein. Vous avez la liste, et notamment celle de Jean-Christophe Lagarde, pour citer quelqu'un de connu dans le département. Je pense qu'ils sont dans une vision d'une Europe effectivement fédérale. Je ne suis pas dans cette optique-là. Pourquoi est-ce qu'il nous faut cependant une construction européenne et une Union européenne? Parce que je pense qu'il est, dans le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, qu'il serait illusoire et même probablement dangereux de considérer que même un pays comme la France, qui est encore la 5e ou 6e puissance économique du monde, ça n'est pas rien. Mais ceci étant dit, nous sommes 66-67 millions dans un monde dont la démographie est en train d'exploser, et avec des puissances économiques. Alors avant, c'était relativement simple. Il y avait les États-Unis en matière de puissance économique, il y avait l'Europe, pas grand-chose ailleurs dans le monde. Depuis
vingtaine, trentaine d'années, tout a changé. Quand on regarde ce que pèse la Chine, ce que pèsent les États-Unis, ce que pèse déjà ou ce que pèsera l'Inde dans les années à venir, mais il y a aussi de très grands pays qui sont en train d'émerger aussi en Afrique, avec le Nigeria, il y a déjà plus de 100 millions d'habitants. Enfin, vous avez des puissances qui sont en train de monter, qui vont devenir des puissances économiques. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un pays comme la France, même avec ses 67 millions d'habitants et sa puissance aujourd'hui, puisse, ne serait-ce qu'en termes de négociation commerciale, puisse agir seul dans son coin? Moi, je pense que non. Regardez ce qui est en train de se passer. Trump fait absolument ce qu'il veut, c'est-à-dire tout et n'importe quoi dans tous les domaines, mais il décide du jour au lendemain d'instaurer des barrières douanières. Si nous n'étions pas dans un ensemble européen qui permettait de peser, et d'ailleurs ne serait-ce qu'en termes de mesures de rétorsion contre les mesures de Trump, imaginez la France seule face à la Chine qui nous inonde de ses produits d'un côté et à Trump qui de l'autre côté prend des décisions unilatérales, je pense que nous pèserions, je ne vais pas dire plus rien, mais en tous les cas, à mon avis, pas grand-chose. Ça vient très vite, le stop, c'est une catastrophe. Bon, il faut vraiment que je m'arrête. Juste... Allez, pour la première fois, 1 minute de plus. D'accord. Alors après, la deuxième raison peut-être, parce que là j'ai dit quelques mots en matière d'économie, mais après quelques mots sur une Europe de la défense, peut-être un jour. Là aussi, d'abord, on vit dans un monde dangereux et de plus en plus dangereux. Finalement, quand on se reporte à la période de la guerre froide, alors même si elle s'était un peu dégelée au fil du temps, les choses étaient quand même assez cadrées. On avait les États-Unis et l'OTAN d'un côté, on avait le pacte de Varsovie de l'autre, et l'histoire a montré que personne n'a eu envie d'appuyer sur le bouton, même si c'est parfois passé par pays interposés un certain nombre de conflits. Mais les choses étaient relativement connues. On entre dans un monde qui, à mon avis, a complètement changé de nature. Alors là aussi, on a un président des États-Unis dont on est incapable de savoir ce qu'il pourrait faire. De l'autre côté, la Russie de Poutine aujourd'hui, elle n'est quand même pas très rassurante quand on voit ce qui se passe en Europe de l'Est, et on pourra parler des pays d'Europe de l'Est qui s'inquiètent beaucoup de ce qui se passe là-bas, quant à ce qui se passe au Moyen-Orient et ailleurs, on est dans un monde où les choses bougent énormément. Et je suis convaincu que là aussi, on a besoin d'avoir des pays européens qui soient capables, un jour ou l'autre, de se rassembler pour défendre ce territoire européen, qui n'est quand même pas un territoire particulier. Et je m'arrête là parce que sinon c'est foutu. Quelle vision de l'Europe? Pour ma part, je dirais la raison d'être d'une construction européenne, c'est dans le monde actuel de protéger ces populations contre les effets pervers de la mondialisation libérale et d'user du poids qu'elle représente pour changer les règles, contribuer à changer les règles de la mondialisation, c'est-à-dire l'hyper-mise en concurrence des peuples, les rapports de domination, la financiarisation galopante de l'économie. Pour moi, c'est ça la raison d'être d'une Europe. Force est de constater que l'Europe actuelle ne répond absolument pas à ce critère, parce qu'elle est en fait une actrice de l'Europe, de la mondialisation libérale. Elle met en concurrence les peuples, elle accentue la financiarisation de l'économie. Donc, là, il y a le hiatus. Je me sens profondément pro-européen et profondément critique par rapport à l'Europe actuelle pour cette raison-là. Alors, je ne veux pas évacuer le problème évoqué par M. Dallier sur le choix entre une Europe fédérale et une Europe qui tienne compte des nations. Je ne suis pas fédéraliste et mon parti n'est pas fédéraliste. Je pense que ignorer la réalité des nations, c'est, à notre corps défendant, promouvoir le nationalisme. Je pense qu'il faut tenir compte de la réalité des nations, de la diversité des cultures, des histoires. Moi, j'étais président d'un groupe où il y avait une très grande pluralité nationale, où il y avait d'ailleurs aussi des fédéralistes et d'autres
plutôt presque souverainistes. Et je leur disais toujours, je pense qu'il faut qu'il y ait une Europe qui respecte justement cette diversité, que chacun se sente à l'aise. Les Espagnols sont plus spontanément fédéralistes que nous parce que leur pays est construit comme ça, les Allemands aussi, les Italiens aussi, alors que les Suédois, par exemple, sont, ou les Nordiques en général, les Scandinaves, extrêmement attachés à la nation. Il faut que les uns et les autres se sentent à l'aise dans une construction respectueuse de différentes cultures. Cela dit, ça ne suffit pas dire ça. Je pense que la question clé, c'est pourquoi faire. Et je pense que, à cause du hiatus que j'ai évoqué entre ce qu'on peut attendre d'une Europe, c'est-à-dire faire ensemble ce qu'on ne peut plus faire tout seul, et en particulier par rapport à la mondialisation, le hiatus entre ça et la réalité de l'Europe actuelle se situe avant tout sur les questions sociales. C'est-à-dire que aujourd'hui, la priorité de l'Europe actuelle, c'est les marchés financiers. Madame Angela Merkel a même inventé un concept incroyable qui s'appelle la Marktdemokratie, c'est-à-dire la démocratie de marché. La démocratie qui intègre les impératifs du marché. Moi, naïvement, je pensais que c'était au marché d'intégrer la démocratie. Elle dit non, la démocratie doit intégrer les impératifs du marché. Je suis évidemment contre. Je pense que la priorité d'une Europe telle que je l'imagine, ça doit être les humains. Yann Brossal, chef de file de la liste présentée par le Parti communiste, dit « l'Europe des gens, pas de l'argent ». C'est une façon de dire la même chose. L'humain d'abord. C'est-à-dire qu'il faut que cette Europe-là devrait consacrer ses moyens qui sont importants à ces priorités-là. Les humains et pas les marchés, comme priorité. Je pense que j'aurai le temps, puisque on m'avertit que je vais m'arrêter, j'aurai le temps de développer par rapport aux autres questions ce que j'entends par là. Juste un mot sur la défense européenne. Là, je ne suis pas d'accord avec votre position. Je pense que la défense européenne, qui est actuellement relancée, est justifiée par ses promoteurs par la nécessité d'une autonomie stratégique de l'Europe. Mais ils ajoutent tout de suite étroitement coordonnée avec l'OTAN. Moi, je pense qu'une autonomie stratégique qui est coordonnée avec l'OTAN, ça ne veut rien dire. Parce que c'est ou bien une autonomie stratégique, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on ne suit plus le grand frère américain, comme c'est le cas dans l'OTAN, ou alors on est dans l'OTAN, et même dans sa structure intégrée, son commandement intégré, dans ce cas-là, il ne faut pas parler d'autonomie stratégique. En revanche, ça nous engage, cette relance, dans des dépenses pharaoniques en matière militaire. La loi de programmation militaire française prévoit que d'ici 2025, on consacre près de 300 milliards d'euros à la question militaire. J'estime que ça mériterait quand même qu'on ait un débat national très clair sur qu'est-ce qu'on veut faire de ça. Qu'est-ce qu'on veut faire? Vous évoquez la Russie, on veut attaquer la Russie? Ou alors on veut garder les frontières pour éviter que les migrants viennent chez nous? C'est ça? Je pense qu'il y a des politiques constructives à faire par rapport à ces problèmes. La question de la sécurité sur le continent européen est une vraie question. Mais je pense par exemple qu'il faudrait travailler, comme on a su le faire en pleine guerre froide en 1975 avec la conférence d'Helsinki. Je serais pour qu'on travaille à une sécurité collective, préventive des conflits, y compris avec des régimes qu'on n'aime pas, y compris avec Poutine. On a bien fait en 1975. Et je dis d'ailleurs, je signale qu'en 2008, le 5 mai 2008, l'ancien président russe, Medvedev, avait à Berlin tenu un discours très important sur la sécurité européenne à l'adresse de l'Union européenne en disant « Nous sommes d'accord, à l'époque, je ne sais pas s'ils le sont encore aujourd'hui, nous sommes d'accord pour entamer des négociations pour un traité pan-européen de sécurité. » Pan-européen, ça veut dire tous les pays du continent européen, quel que soit le régime. Ça suppose qu'on ait un dialogue, alors qu'actuellement, ça n'est pas le cas.
Et je le regrette. Je pense qu'il faut un dialogue, les yeux ouverts, un dialogue, mais évidemment que ça supposait, si on avait fait ce traité, et on devrait toujours essayer de le faire, ça supposerait de dire à l'OTAN, stop avec l'élargissement vers l'Est, stop avec le bouclier antimissile, c'est-à-dire d'immenses radars en République tchèque et en Pologne dirigés vers la Russie, puis des rampes de missiles en Méditerranée, parce que ça, c'est une provocation vis-à-vis de la Russie, et ce n'est pas comme ça qu'on règle les questions de confiance à ce stade.